Salut les CL, bienvenue sur votre chaîne Dragon Ball. Chaque jour un chrono à Times avec un max d'infos méconnues et d'anecdotes croustillantes. Toujours en lien avec une date en particulier, juste pour le fun et le plaisir de s'informer. Le 7 juillet 1992, le Japon découvrait l'épisode 192 de Dragon Ball Z pour la toute première fois. On en parlait justement récemment avec l'adieu de Goku dans le chapitre 417, voici son adieu au sein de l'épisode 192. N'empêche, avec ce titre, Toei Animation teasait son arc filler à venir. Bien joué! Ouais, puisqu'on verra dès le prochain épisode qu'après l'arc Cell, on ne passera pas directement à l'arc Majin Buu avec la période du lycée en introduction. On a d'abord un court arc dans l'autre monde. Après la victoire sur Cell, tout le monde se rend au sanctuaire de Dieu pour se faire soigner et invoquer Shenlong. Étonnamment, lorsqu'il est invoqué, il ne mentionne que 2 vœux, alors qu'il peut désormais en exaucer 3. Les 2 vœux, c'est seulement si on lui demande de ressusciter plusieurs personnes à la fois. Ah, il était peut-être au courant de ce qui allait lui être demandé. Sinon, en début d'épisode, on a une modification par rapport à l'épisode précédent. Comme Vegeta se trouve encore en plein ciel ici, alors qu'il avait déjà regagné la terre ferme dans l'épisode précédent, on nous repasse le même plan que dans cet épisode-là, mais à l'envers, et Vegeta a été effacé pour conserver la cohérence. Ah ouais, on voit bien que c'est pas le même studio d'animateurs sur cet épisode. Hein. Et puisqu'on est dans les modifs et les erreurs, ici Gohan n'a pas la bonne couleur de ceinture et de protège-poignet, puisque dans l'animé d'ordinaire ils sont bleus. Puis juste après, arrivé au sanctuaire de Dieu, Kulilin a son t-shirt bleu qui disparaît, et Dende a rétréci d'au moins 30 cm. Et sinon j'ai noté qu'outre le frère de Kame Sennin qui se réjouit de la victoire de Mr Satan ici, on a aussi le joueur du grenier. Ah tu penses ? Sinon, puisqu'on parle de clin d'œil, il y en a un véritable ici, avec Goku qui mange des nuages comme il l'avait fait durant son voyage sur le chemin du serpent dans l'épisode 9 de la série. Un gimmick propre à l'animé. Dans le même temps, sur Terre, d'en parler pendant que Mr Satan parade sur un thème du Red Ribbon, les civils apprennent les résurrections des victimes de Cell. Quelque part, ça sert à renforcer son mythe, hein. C'est pas bête du tout. Si en plus d'avoir sauvé la Terre, Mr Satan est responsable de la résurrection des victimes du mal, alors il a totalement sauvé le monde. Un des vrais sauveurs, quant à lui, s'en va, disant adieu à ses amis sur ce magnifique thème du 7ème film DBZ, la BGM M1420, plus généralement associée au Genkidama. Vous l'aviez pas mal plébiscité de mémoire dans la vidéo sur vos musiques préférées de DBZ. Pas étonnant. Et on termine avec un peu de terminologie et une info. Dans cet épisode, ce n'est pas Kenji Utsumi, le seiyuu habituel de Shenlong, qui incarne le dragon sacré, c'est Masaharu Sato. Le seiyuu de l'assistant Black, qui deviendra plus tard la voix de Kame Sennin. La raison de ce changement est inconnue, peut-être était-il malade, comme moi cette semaine, ou bien peut-être un souci d'emploi du temps. Enfin, en début d'épisode, Kulilin appelle le sanctuaire de Dieu Tenkai, autrement dit cieux ou paradis. Mais attention à ne pas confondre ce terme avec Tengoku, le mot qui désigne le vrai paradis comme on le conçoit dans notre culture, le pays des cieux littéralement. Le mot Tenkai a déjà été utilisé dans l'anime, notamment durant l'arc Garlic Junior, et sera responsable de pas mal d'erreurs d'adaptation sur la VF qui traduira ça au plus simple, paradis. Le sanctuaire de Dieu sera alors confondu avec le paradis, là où vont les morts, ce qui, dans DBZ, comme on le verra très prochainement, n'est pas du tout la même chose. Le 7 juillet 1990, grosse journée Dragon Ball, puisqu'à l'occasion du Toei Animefare sortait le film Dragon Ball Z, la super bataille décisive autour de la Terre. Un film d'animation de 61 minutes sorti chez nous sous le titre Le combat fratricide. Tu sais ce que j'en pense de ce titre? Ouais, puisque dans ce film, Goku combat un Saiyan de caste inférieur qui lui ressemble beaucoup, mais avec lequel il n'a aucun lien de parenté. Teles, dont le nom est l'anagramme du mot anglais lettuce, donc salade. Rien à voir avec le philosophe grec. Hein. On a eu pas mal de problèmes d'adaptation sur cette VF, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va surtout vous remettre dans le contexte de l'époque. À l'occasion de la sortie de ce film au Japon, Pink et Ken no Suke-sama étaient également projetés, soit 2 autres œuvres adaptées des mangas one-shot de Toriyama Sensei. Pour l'occasion, le Toei Animefare s'est drapé du sous-titre Akira Toriyama The World. Sacré hommage à Toriyama Sensei qui fêtait sa 10e année de carrière. Le 7 juillet 1987, les lecteurs du Weekly Shonen Jump numéro 32 découvraient le chapitre 132 de Dragon Ball avant tout le monde. Avec le sous-titre présent sur sa page cover, on pouvait lire « La victoire plutôt que la mort, Tenshinhan au péril de sa vie ». Après le Taiyoken ou le Haikyuken, la technique du volleyball, Tenshinhan nous montre encore une fois de nouvelles techniques dans le chapitre, avec tout d'abord le Shioken, sa technique des 4 bras, rapidement contrée par Goku qui imite le Hashuken du roi Chappa. Goku montre encore une fois sa capacité à singer les techniques de ses adversaires. Puis le fameux Kiko-Oho qui donne son titre au chapitre. Tenshinhan ne veut pas tuer Goku. Il lui demande donc d'esquiver cette attaque finale, mais ça voudrait dire perdre pour Goku, qui serait obligé de sortir du ring. Sacrée stratégie. À l'occasion de la sortie de ce chapitre, Toriyama Sensei se réjouissait en tout cas d'une chose.
Mon assistant Matsuyama-kun a surmonté sa phobie des chats, donc maintenant Koge peut se promener librement dans la maison. On rappelle que Koge c'est sa chatte noire. Ça ne devait pas être une allergie, hein, sinon clairement il aurait pas pu surmonter ça comme ça. Le 7 juillet 1992 était prépublié le chapitre 381 du manga dans le Weekly Shonen Jump numéro 31. Et puisqu'on parlait des techniques de l'école de la grue et de Tenshinhan, en voici une justement, qui sert l'ennemi. Laquelle? Le Taioken, utilisé par Cell, ici pour éblouir les guerriers Z et les humains artificiels. Il en profite alors pour se servir tranquillement et absorber numéro 18. Que Lilin, numéro 16 ou même Trunks n'ont rien pu faire. En parlant de Trunks, il est même expressément amené à s'écarter du chemin par Vegeta, celui-ci compte bien laisser Cell absorber la jeune femme, ce qui est ici une des pires erreurs de sa vie. Réparé avec son aide apportée contre Cell la semaine dernière, bravo Vegeta. Ouais, sacrée évolution, hein. Bien souligné encore par l'épisode qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Mais pour l'heure, cette décision conduira la Terre dans ses heures les plus sombres, et à terme, ça déclenchera également la mort du fils auquel il a fini par s'attacher. Ah, Vegeta. Ce chapitre est aussi marqué par la transformation de Trunks sous la même forme que son père, la fameuse deuxième étape du simple stade de Super Saiyan. Plus musclé et plus fort. Et par l'utilisation de 7 attaques de Trunks contre son père pour tenter de sauver les meubles. Une technique qui n'est pas nommée ici mais qui sera baptisée Finish Buster dans les jeux vidéo. C'est le finish de bâtard. Et en fait le chapitre Cell absorbe numéro 18 et tout semble perdu. Quand je pense qu'il y a 2 chapitres, on se disait que tout était réglé. Profitez bien de cette apparence car c'est la dernière fois que vous la verrez. Enfin, peut-être pas, non. Mais en tout cas avant un long moment. Pour l'occasion, Toriyama Sensei nous offre une page cover nous teasant l'approche de la forme parfaite de Cell. Le 7 juillet 2003 était une date bien triste pour les fans d'animation puisque c'était le jour de la disparition de Tomiko Suzuki, une seiyuu bien connue pour ses rôles d'enfant. Elle était la voix de Dende, enfant, et de Maron, la fille de Kulilin, sur DBZ et DBGT. Tomiko Suzuki était également connue du public pour avoir été la voix de Lin dans la série Hokuto no Ken, Yakov dans Senseiya ou encore Yayoi Aoba dans Captain Tsubasa. Son dernier rôle fut celui du Pokémon Jirachi dans le film Pocket Monster Advance Generation Nanayo no Negaeboshi Jirachi. Ce film fut également son œuvre posthume puisqu'il est sorti 12 jours après sa mort. Sur Dragon Ball Kai, Dende et Maron ont donc hérité de nouvelles voix. Hier et encore avant, on vous avait demandé quelle anecdote avez-vous préférée. On réitère donc la question et on a sélectionné 2 commentaires. Tout d'abord, Thibaut qui nous dit « Personnellement, j'aime beaucoup les anecdotes sur les utilisations de sosies car je me demande toujours comment vous faites pour les voir et surtout quand c'est des sosies de personnages qui apparaissent pendant très peu de temps. Pour le coup, je pense qu'avoir notre site Dragon Ball Ultimate a été très utile car référencer les personnages, même mineurs, et les seiyuu, et donc leur rôle, là encore même tertiaire, fait que même les persos les plus en retrait ne passent jamais à l'as. » Puis Proust dit ceci par rapport au Chronoa Times 130. J'ai vraiment aimé l'anecdote sur Végéto. En effet, dans le manga à l'époque, j'étais un peu resté sur ma faim avec ce perso si fort et qui ne prenait absolument pas Boo au sérieux. On le voyait que sur un trop court laps de temps. Là, pour le coup, dans l'animé DBZ, ils ont joué un coup de maître en rallongeant le combat, rendant le personnage plus solide et plus attachant. Ça reste aussi cohérent avec le fait que Goku et Vegeta doivent s'habituer à ce nouveau corps via un échauffement. On se retrouve très vite avec un nouveau Chronoa Times. N'oubliez pas, chaque jour, une vidéo sur la chaîne. Merci à tous ceux qui partagent ces mêmes vidéos. C'est très important pour la chaîne. Et à très vite sur DB Times! Matane.